Bonjour, bonjour. Bienvenue au panel sur les récits de l'histoire de l'action communautaire autonome. Donc, les gens entrent dans la salle en ce moment. Je vais peut-être attendre un petit instant que tout le monde soit en place. Super. Donc, aujourd'hui, le but de notre panel, c'est de faire une visite à nouveau pour certains, certaines de l'histoire du mouvement communautaire autonome, pour d'autres de prendre connaissance de cette histoire-là qui est riche de différentes expériences. Aujourd'hui, on a 3 super panélistes avec nous qui vont venir nous faire des récits de leur pan d'histoire, qui vont nous amener des points de vue très diversifiés et sur lesquels on vous invite bien sûr à échanger, intervenir au moyen du clavardage qui se trouve sur votre côté droit. On se rappelle qu'aujourd'hui, on est réunis aujourd'hui dans ce grand rassemblement, un rassemblement historique en matière d'action communautaire. À ma connaissance, peut-être que je serai détrompé par les panélistes, mais c'est probablement le plus gros rassemblement d'action communautaire autonome qui a jamais été organisé au Québec. Moi, ça fait déjà... My God, je suis un temps d'histoire, moi aussi. Ça fait déjà une vingtaine d'années que je m'implique dans le mouvement communautaire et j'en ai pas vu d'événements de cette envergure-là. Donc, merci, chapeau aux organisatrices et organisateurs et aussi, bien sûr, à vous tous et toutes qui êtes là aujourd'hui, nombreux là, pour participer. Donc, aujourd'hui, on est ensemble, c'est ça, pour consolider le caractère politique, l'approche citoyenne et l'autonomie politique de nos organismes et des initiatives aussi qui nous appartiennent en tant que communauté, pour tisser des liens de solidarité, bien sûr, entre groupes et entre alliés de différents secteurs. Plus spécifiquement, dans le contexte du panel aujourd'hui, on va tenter, dans le fond, de se livrer un exercice de réflexion qui nous permet d'actualiser le mouvement, d'identifier des priorités pour l'action communautaire autonome, puis bien sûr, garder en perspective que au bout de l'événement d'aujourd'hui, on travaille sur une déclaration commune en tant que mouvement de l'ACA. Bien sûr, souvent, ce type de déclaration-là est un élément qui sous-tend une perspective qui vient de l'histoire. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on va avoir un très, très beau panel aujourd'hui qui va nous permettre de travailler dans ce sens-là. Peut-être au niveau de certaines informations, c'est ça, plus technique. Comme vous le savez, c'est comme pour les autres panels et plusieurs autres activités. Les caméras sont actuellement, les caméras et les micros sont fermés pour les participantes. Cependant, on vous invite bien sûr à nous transmettre vos questions et des interventions que vous pourriez juger pertinentes au débat via le fil de conversation là, de messagerie sur le côté. Dans un premier temps, c'est ça, donc on va, après ça, après ma petite présentation, ma petite introduction, procéder aux présentations de nos panélistes. Je ne me suis pas présenté moi-même. Mon nom est Mathieu Frappier. Je suis actuellement, je travaille au regroupement des organisations et intervenants et intervenantes en itinérance de Laval. Donc, c'est ça que je suis également formateur d'un cours de gestion des organismes communautaires au secteur collégial. Donc, il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Et après moi, comme je le disais, nous allons avoir des présentations, nos panélistes dans l'ordre de parole. Il y aura tout d'abord Mme Amélie Lainé, directrice des partenariats et des programmes au regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, le RCAAQ. Bonjour Amélie, merci, bienvenue parmi nous. On va avoir aussi Stéphane Retschol, directeur de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, la TCRI. Bienvenue Stéphane. Et Bruno Laprade, membre fondateur de l'Astérix, accompagné d'une personne de la coalition des groupes LGBTQ. Je ne vois personne qui t'accompagne, donc je déduis que c'est Bruno. Bonjour Bruno, bienvenue parmi nous, bien sûr. On a aussi les services d'une modératrice de l'espace de clavardage qui va s'assurer de relier vos messages et tout ça. On remercie donc que vous ne voyez pas à l'écran Céline Métivier de l'équipe d'organisation du RQAK pour le coup de pouce qu'elle nous donne aujourd'hui.
Je voudrais aussi vous rappeler, bien sûr, que l'activité est enregistrée et sera utilisée par le RQAK à des fins de sensibilisation, de formation et de promotion à but non lucratif seulement. Bien sûr, puisque les caméras et micros sont fermés, le respect de votre vie privée sera intègre et complet. Donc, sans plus attendre, je pense qu'on pourrait procéder avec la première présentation. Donc, j'invite Amélie à prendre la parole et je me mets en sourdine. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Je vais tout de suite partager mon écran parce que je vous ai préparé une présentation PowerPoint. Partager. Attendez, à partir du début. Je crois que ça fonctionne. Je n'ai pas moyen de voir personne, mais je vous souhaite que ça fonctionne. Alors, ça fait plaisir aujourd'hui. Ah, merci. Merci parce que moi, je ne vois absolument plus personne. Alors, je suis la directrice des programmes et des partenariats au regroupement des centres qui regroupe les centres d'amitié autochtones affiliés au Québec. Je vais vous... attendez, là, je vais essayer de bien faire ça. Excusez-moi, c'est la première fois sur cette plateforme, je suis moins à l'aise. Les centres d'amitié autochtones sont présents au Québec depuis plus de 50 ans. C'est vraiment la plus grande infrastructure de services pour les Autochtones dans les villes. Alors, vous voyez ma carte, je ne vous lirai pas nécessairement ce qui est indiqué, mais dans chaque grande ville où il y a une présence autochtone assez importante, il y a un centre d'amitié autochtone au Québec. Et c'est important de vous dire. Alors, dans toutes les grandes villes canadiennes, il y a un centre d'amitié autochtone qui est là pour offrir des services autant aux Premières Nations, aux Inuits qu'aux Métis. Voilà. Il y a 11 nations autochtones, ce qui inclut les Inuits, et ça représente à peu près 1,2 de la population du Québec. Dans les centres d'amitié autochtones du Québec, en 2019-2020, c'est environ 50 000 points de service qui ont été offerts chez nous. Alors, c'est quand même beaucoup. Vous voyez, c'est 55 de la population autochtone et c'est sans compter tous les gens qui transitent en milieu urbain, que ce soit pour des raisons d'études, de soins de santé, d'emploi. Alors, il y a beaucoup de gens qui passent par nos services. Voilà. Et notre mission, la mission des centres d'amitié autochtones du Québec, c'est vraiment une mission d'améliorer la qualité de vie des citoyens autochtones, de promouvoir les cultures autochtones, mais aussi de bâtir des avis de réconciliation et de collaboration avec la société québécoise. Les centres d'amitié offrent des services, offrent une multitude de services, vous allez voir plus tard, mais beaucoup de services de première ligne. Et c'est aussi un lieu d'ancrage culturel. Voilà. Et à ce jour, c'est important de vous dire qu'on a eu plus de 6 000 membres qui s'investissent dans la vie associative de nos centres. Ça ici, peut-être important de vous le mentionner parce que c'est peut-être pas tout le monde qui est qui connaît le milieu autochtone, mais les centres d'amitié ont une politique porte ouverte. Et ça, c'est très important. Et c'est pas gros. C'est pas comme le milieu d'action communautaire autonome québécois. Je vous l'ai dit, on est la plus grande infrastructure de services dans les villes au Québec, au Canada, mais la plupart des organisations autochtones Premières Nations Québec se retrouvent sur communauté réserve. Et sur communauté, on dessert seulement les membres de la bande. Alors, ça veut dire que si on n'est pas membre de la bande Wendake, où je suis en ce moment, bien, on possède de bande de Wendake ne pourra pas m'offrir de service. Tandis que nous, on est des organisations communautaires et qu'importe le statut de la personne, la nation d'appartenance, la personne va recevoir des services.
Alors, n'importe qui, à travers le Canada, frappe à la porte d'un centre d'amitié, les services vont lui être offerts, ce qui est très important là, à garder en tête. Important important, les milieux sont autochtones. Alors, on embauche aussi des non-autochtones. On a quand même beaucoup d'employés qui ne le sont pas, mais on est le plus gros employeur hors réserve au Québec. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran, mais ça vous montre comment les services sont mobilisés autour d'une famille ou autour d'un individu, parce que les centres d'amitié offrent une gamme de services, là, que développement des compétences, éducation, apprentissage tout au long de la vie. On offre pratiquement tous les services. On n'est pas seulement une organisation qui offre des services en santé, services sociaux. On offre toute la gamme de services, d'organisation communautaire. Et on me demande, Amélie, de la part de l'équipe technique, si tu pourrais fermer le PowerPoint afin d'améliorer la bande passante pour le son de certains participants. Je suis vraiment désolée. Moi, c'est ça. Ben non, on se réinvente tout le monde ensemble. C'est fantastique. Ben oui, mais ça ne me dérange pas. Attendez, je vais le fermer. Est-ce que c'est correct? Est-ce que mon PowerPoint a disparu? Oui, le PowerPoint. Oui, bon, ben, je vais continuer. Je vais continuer. Puis, ben, c'est ça. Fait que, finalement, pour vous dire que les services sont vraiment développés aussi sur une base de guérison. On a toujours cette valeur-là, cette approche-là aussi de savoir culturel autour de l'individu et autour de la famille. Je vais tourner mon PowerPoint à côté de moi, là. Mais dommage, j'avais vraiment des trucs intéressants. Au pire, Mathieu, je pourrais vous le partager. Je ne sais pas si après ça, à vos membres par courriel, si jamais il y en a qui sont intéressés de l'avoir, je pourrais le partager parce qu'il y a quand même différentes informations que je ne lirai pas, là, mais qui sont dessus. Important aussi de vous mentionner que 73% de nos employés sont des femmes. Notre gouvernance est aussi à majorité féminine. Dans les centres d'amitié, c'est 66% des administratrices qui sont des femmes autochtones. Et au regroupement, c'est 100% de notre gouvernance, pas 100%, excusez-moi, 90% de notre gouvernance qui est féminine et 100% de nos administrateurs qui sont autochtones. Quelque chose d'important à vous mentionner aussi que vous savez déjà, parce que je pense que la question autochtone depuis quelques années et depuis quelques mois au Québec est vraiment ressort, malheureusement, toujours dans des histoires dramatiques, même cette année. C'est vous expliquer qu'il y a une grande méfiance de la part de la population autochtone envers les institutions du réseau québécois. Alors, les centres d'amitié se retrouvent comme étant, comme je disais, un lieu d'ancrage culturel, mais aussi un milieu sécurisant pour que les gens puissent avoir accès à des services qui leur ressemblent aussi, ce qui est très important. Et nous, on le sait, ça fait même des décennies que la population autochtone le dénonce, c'est qu'il y a un manque de stratégie globale. Et moi, quand je dis ça, c'est pas seulement au niveau du Québec, mais bien au niveau canadien. Alors, c'est vraiment un manque de stratégie globale dans les programmes ou en tout cas l'offre de services que le gouvernement souhaite ou veut développer pour les Autochtones. Et nous, je vais vous lire la citation ici qui est de la Commission Vient. La Commission Vient, là, qui était la commission du gouvernement du Québec, la commission d'enquête sur les Autochtones et le réseau public québécois. Et je la trouve quand même parlante, là. Force est aussi de constater que les intervenants sociaux, médecins, infirmiers, policiers et procureurs œuvrant au sein des services publics disposent rarement des outils et des ressources nécessaires pour faire les choses autrement. Élaborés autour de concepts d'universalité et d'égalité pour tous par des décideurs tout aussi en marge des réalités, enjeux, trajectoires et valeurs autochtones, les services n'ont en effet pas été pensés pour tenir compte de la différence et des besoins particuliers inhérents aux Premières Nations et aux Inuits. Alors, c'est impossible de dissocier les blessures personnelles, familiales, communautaires et historiques. Et ça, c'est vraiment important et c'est quelque chose que je pense que le gouvernement comprend davantage, mais que les centres d'amitié font depuis plus de 50 ans dans leur approche auprès de la population qu'ils desservent.
Il y a eu aussi l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées ou disparues. Alors là aussi, c'est venu mettre en lumière l'incapacité du système canadien, par le fait même le système québécois, là, de répondre adéquatement aux besoins des populations autochtones. Et c'est important d'avoir des organisations communautaires comme les nôtres qui sont près du terrain, près des gens, qui ont une gouvernance autochtone, qui ont des conseils d'administration et des assemblées générales annuelles et qui permettent justement là, de développer des services qui sont le reflet d'une communauté. Alors qu'on soit à Montréal ou à Chibougamau, oui, il va y avoir des services, mais elles vont être aussi le reflet de la population qu'on peut avoir. Montréal étant un plus grand carrefour de rencontres autochtones que Chibougamau, mais chaque milieu va vraiment développer là, sa teinte particulière. C'est la beauté du milieu communautaire aussi. Amélie? Oui? Si tu le souhaites, l'équipe technique m'indique que c'est bon pour le retour du PowerPoint, donc tu peux nous le remettre. Puis, je suis convaincu aussi par rapport à ta question tout à l'heure que oui, l'équipe sera preneuse du document pour le mettre à la disposition des gens qui seraient intéressés. Si ça là, tu peux nous le rediffuser live, fait que c'est encore mieux. Yes! Le voyez-vous? J'imagine que oui, je vous l'avance rapidement pour... je ne veux pas prendre le temps des autres non plus, là. Ça, je l'ai fait. On me signale qu'on ne le voit pas. Vous ne le voyez pas? Ben voyons. Je ne le vois pas, puis l'équipe technique non plus. Ah, c'est bizarre, parce que moi, vous voyez, je ne vous vois plus et j'ai le PowerPoint. Ben écoutez, je vais mettre fin, je pense. Moi, que je réessaie une dernière fois. Ah, attendez, partager. Peut-être que là, on va l'avoir. Là, on le voit. C'est moi qui ne le vois plus. J'adore. Mais écoutez, je vais l'avancer sur mon ordinateur. Je vais essayer de ne pas trop me tourner pour que vous le voyez, là, vous autres aussi. J'ai envie de rire. Mais c'est ça, c'est les défis technologiques. Hein? On essaie tous de se mettre à niveau. Mais c'est pas évident. Tu peux le mettre plein écran une fois tes ajustements faits. Ben, moi, il est plein écran sur mon ordinateur. C'est sur celui-là que je ne suis pas capable de le faire. Et là, je gobe du temps. Arrêtez. Je ne sais pas. Je pense que je vais l'arrêter au complet parce que je ne suis pas capable de vous le changer. Je vous l'enverrai. C'est peut-être plus simple comme ça. Exactement. Puis ta présentation est super vivante. Fait que... ben c'est ça, tu sais. Je vous le transférerai après. Vous pourrez le diffuser at large. Petit rappel aussi, ben c'est ça. Ah oui, ça, c'est important de le dire aux gens. Et j'imagine encore une fois que ça aura une résonance dans vos milieux. Que pour les citoyens autochtones au Québec, malheureusement, ce sont les services de police, les tribunaux et les salles d'urgence qui deviennent la porte d'entrée des services du réseau québécois. C'est inacceptable. Nous, on le dénonce. D'où le fait qu'on se présente aussi comme étant des alliés pour faciliter l'accès des citoyens autochtones s'il y a des services que nous, on ne peut pas offrir, bien, au moins d'accompagner les gens vers ceux du réseau québécois, mais toujours avec cette pensée-là, cette approche-là, de voir au-delà de l'individu comment on peut agir auprès de la famille, comment on accompagne l'ensemble de l'être que chaque personne est. Dans l'envoi du PowerPoint que je vous ferai, vous verrez quelques statistiques. Je vais devoir approcher mon document, là. Mais on a fait une grande enquête en 2017 auprès de citoyens autochtones au Québec et 57% des répondants ont mentionné avoir été victimes de racisme dans les services du réseau québécois. C'est pas si un grand chiffre que ça. C'est ça qui nous a frappés. Et on en a discuté beaucoup parce que quelque chose qui est plutôt choc à dire, c'est que les Autochtones sont tellement habitués d'avoir du mauvais service qu'à moins de se faire traiter comme Joyce Echaquan ou Madame Ottawa ou un paquet d'autres qui ont témoigné au cours des dernières années, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils se font recevoir de façon inappropriée, qui se font dire des choses pas de bon sens. En milieu autochtone, là, des témoignages, on en a, que ce soit beaucoup dans les services de santé, mais partout, dans les écoles, dans les services de justice, la police, on s'en parle même pas, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé à Val-d'Or et ailleurs au Québec. Il y a vraiment, vraiment du racisme systémique. Je vois pas les gens, c'est ça qui est malheureux, j'aimerais ça voir vos visages, mais malgré que c'est répété et martelé, que ce soit les entités politiques autochtones et même, je pense, une grande partie de la société québécoise qui le reconnaissent. Malheureusement, en ce moment, on a un gouvernement qui
tout le monde le dit, joue sur les mots. Mais je pense que c'est assez évident que le racisme est ancré. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a tellement d'Autochtones qui ont cette habitude-là de se faire recevoir n'importe comment, qu'ils s'en rendent même pas compte parce qu'ils sont même pas. Ils se disent juste probablement, ben mon Dieu, je me suis pas fait envoyer promener, fait que mon service devait être pas pire. Ça vous le dit, là, c'est quelque chose. Parce que, veut pas, les Autochtones se retrouvent en contexte minoritaire au Québec, autant sur le plan culturel et beaucoup sur le plan linguistique. Parce que, au lieu de voir ça de façon négative, je pense que les gens au Québec devraient voir ça de façon positive, que les Autochtones au Québec ont le plus haut taux de rétention de langue maternelle au Canada. Ce qui est vraiment quelque chose de beau quand on apprend la richesse de ces langues-là et la richesse des savoirs traditionnels qui, au contraire, ne rentrent pas en conflit avec la société contemporaine. Je pense vraiment qu'il y a là quelque chose à explorer puis à découvrir. Je tourne mes petits PowerPoint. Bon, c'est moins important. Ça, je vous en ai parlé. Nous, notre grand défi, comme le vôtre d'ailleurs, c'est d'avoir cette reconnaissance-là de l'État qu'on a très peu. On est très peu connus et pourtant, on dessert beaucoup de gens on travaille avec nos partenaires terrains, qu'on soit à La Tuque, à Sept-Îles, à Québec, à Montréal, à Joliette. On est présent sur le terrain. Nous, ce qu'on veut, c'est justement travailler en partenariat avec autant les organisations communautaires que le réseau québécois, puisqu'on a cette expertise-là de rejoindre les gens et de les faire sentir en sécurité. Ça, je vais le passer aussi. Et peut-être là, me ramener un peu dans l'action communautaire autonome, vous dire que nous, les centres, on propose un plan de transformation sociale. On met de l'avant la mobilisation citoyenne, le déploiement de services de proximité qui sont culturellement pertinents, sécurisants, comme je vous disais, surtout santé, éducation, etc., comme je vous ai nommé, toujours avec le mieux-être individuel, oui, mais surtout collectif, parce qu'on ne peut pas dissocier je veux dire, une personne des Premières Nations sans tenir compte au complet de sa famille, de sa communauté, etc., de ses liens. Les liens sont très, très, très forts, très présents et indispensables au mieux-être de nos communautés. Et on vise vraiment, comme vous tous, une société plus inclusive, plus équitable, plus juste, puis qui accepte finalement, même pas qui accepte, qui voit la diversité comme étant une richesse, puis on souhaite vraiment que ça se réalise. Alors voilà, Mathieu, ça serait ma présentation. Je me sens un peu dans le vide, là, mais c'est ça. Ben écoute, moi je peux te dire, pour moi c'était très très intéressant. Je vois aussi nos autres panélistes, je voyais qu'ils suivaient avec attention. J'imagine que c'est la même chose pour notre grande salle virtuelle. Merci, très intéressant. Puis enfin, je vois déjà des éléments là, pour notre discussion où, bien sûr, l'éternelle discussion, comment continuer à construire les ponts. La question du racisme systémique aussi qui est revenue. Je t'entendais chercher la foule, puis moi aussi, je la cherchais parce que je sais que en tout cas, je campe un peu les choses, mais j'ai l'impression que dans notre foule, justement, c'est un peu pris pour acquis dans l'axe d'analyse. On pourra y revenir, bien sûr, en commentaire plus tard. Donc, merci beaucoup. Très, très vivant. Puis, bien sûr, oui, il y a des petits pépins technologiques, on s'adapte et c'est tout. Sans plus attendre, je pense qu'on pourrait enchaîner avec Stéphane, donc de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, la TCRI. À toi, Stéphane. Merci. Oh, il va falloir que tu enlèves ton mute, mon cher. Ouais, voilà. Mais je disais qu'on va rester avec TCRI parce que ça va être plus simple et ça va faire gagner du temps dans les 15 minutes. Donc moi, ça va plutôt être un peu chronologique, un peu mon expérience pré- et post-politique par rapport au secteur que je représente, donc le secteur de l'immigration et de l'intégration. Moi, je suis d'abord coordonnateur, puis maintenant directeur de la TCRI depuis 1989.
Je suis arrivé, je suis d'origine allemande, en fait, je suis arrivé d'Allemagne, de Berlin plus précisément, en 88, et j'ai commencé à travailler, c'était ma première job, et je suis toujours là. Je suis probablement un des rares survivants encore en poste de toute des années 90. Euh, bon, un peu pour mon historique, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu associatif communautaire à Berlin avant de venir ici, particulièrement engagé au niveau des gros dossiers de l'époque, l'écologie, la paix, relations interculturelles. Et j'ai beaucoup aussi travaillé en relation avec Berlin-Est aussi. J'étais beaucoup en Berlin-Est avec les groupes et les associations qui ont mené à la chute du mur d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est une autre histoire pour une autre fois. Je reviens à l'ACA et à la politique gouvernementale de l'action communautaire, donc, qui a été un peu le gros défi des années 90. Donc, la TCRI, peut-être deux petits mots, on regroupe 162 organismes à travers le Québec, à Montréal et en région, et tous des organismes qui interviennent auprès des personnes réfugiées, immigrantes et sans statut. Disons que, un peu pour l'historique, pour comprendre un peu la démarche de notre secteur autour de l'ACA, ce qu'il faut, faut se rappeler l'accord Canada-Québec sur l'immigration en 1991, parce qu'avant 91, les organismes qui travaillaient auprès des réfugiés, des immigrants au Québec, étaient principalement financés par le fédéral. Avec l'accord Canada-Québec, le Québec a rapatrié tous les pouvoirs qui touchent l'intégration et l'immigration, et du jour au lendemain, les organismes se sont retrouvés en fait avec des nouveaux programmes gérés par le Québec. Ça n'a pas été facile, il y a, surtout à partir de 91, je dirais. Le Québec a fait un gros ménage en fait dans l'action communautaire de l'immigration. Tout d'abord, les premières années, c'était beaucoup chasse aux sorcières, pour essayer d'éliminer tous les organismes mono-ethniques, là, parce qu'on voulait un peu se démarquer du multiculturalisme. Donc, il y avait des critères dans les programmes de l'époque un peu inimaginables aujourd'hui, où il fallait montrer patte blanche au niveau de la composition ethnique des CA. Il y avait des vérifications spontanées, non annoncées de personnes qui rentraient dans les organismes pour vérifier si les organismes donnaient des services en français. Il y avait les ententes avec les organismes de financement, avec le ministère de l'Immigration de l'époque, étaient faites selon des critères, beaucoup de politique et de copinage. D'ailleurs, on parlait souvent du syndrome de Stockholm, que vous connaissez peut-être, où les personnes sont une relation d'amour et de haine avec leur tortionnaire. Je pense qu'on pourrait décrire un petit peu comme ça les relations entre les organismes et le ministère de l'Immigration. On a obligé aussi les organismes, par exemple un exemple, CLAM, le Carrefour latino-américain, a été obligé de changer son nom comme le Carrefour de liaison et d'aide aux migrants, CLAM. Donc, il y a plusieurs organismes comme ça qui ont dû changer de nom. Et, et aussi comme regroupement, la TCRI, en fait, le ministère refusait de reconnaître la TCRI comme interlocuteur et bien sûr refusait de nous financer aussi. Donc ça, c'était un peu jusqu'en 95. Quand il y a eu les premières discussions que vous connaissez probablement autour d'une politique de l'action communautaire, gouvernementale de l'action communautaire, donc on s'est pointé quasiment à l'endroit où se passaient les réunions. On a dit, oh, nous, on est le secteur de l'immigration, on aimerait avoir une place autour de la table. Il faut savoir, avant 95, il y avait très peu de relations entre notre secteur et les autres secteurs communautaires. Rien de très élaboré. Alors, on est devenu le 20e secteur en 95 de la politique de l'action communautaire. Et d'ailleurs, je souligne toujours, il y avait toujours une confusion qui perdure d'ailleurs, que au départ,
on nous voyait un peu comme les représentants des communautés culturelles, ce qu'on n'est absolument pas. On représente les organismes de l'action communautaire autonome qui interviennent auprès des personnes réfugiées et immigrantes. Ils peuvent être divers origines, mais on n'est pas les porte-parole des communautés culturelles, définitivement non. Donc pendant 5 ans, vous savez, bon, il y a eu toutes ces discussions, négociations, clarification des concepts, surtout du concept de l'autonomie là, qui était un peu nouveau pour nous comme secteur. Moi, je me souviens, on a eu beaucoup de rencontres entre nous au niveau de la TCRI, justement parce que l'action communautaire autonome était assez mal compris, disons, dans notre secteur. Donc, il y a eu beaucoup de travail, de sensibilisation, de formation qui a été fait. Donc, juste pour récapituler, donc les années 90 ont été donc très marquées par une approche très paternaliste du ministère en termes de financement et d'entente. La TCRI n'est pas considérée comme un interlocuteur reconnu. Dès qu'un organisme, les organismes récalcitrants ou qui critiquaient les politiques du gouvernement étaient carrément perdaient leur financement. Et nous, on recevait comme regroupement, même si on n'était pas reconnu, des menaces répétées et de représailles contre nous, vu qu'on n'était pas d'accord avec le gouvernement. Le summum de tout ça, je veux quand même le rappeler aussi, parce que je pense qu'il faut comprendre d'où est-ce qu'on vient. En 99, le ministre nous a envoyé une lettre disant qu'il était prêt à reconnaître la TCRI si on changeait de nom et si on représentait juste les organismes qui étaient financés par le ministère de l'Immigration. Il faut dire qu'il y a des organismes qui sont membres chez nous, qui ne sont pas obligatoirement financés par le ministère de l'Immigration, les organismes de défense de droits ou autres, ou qui sont rattachés au ministère de la Santé, services sociaux. Et donc, ce qu'on a bien sûr refusé, et par conséquence, toutes ces luttes qu'on a menées, qui sont, je pense, documentées aussi dans le livre des 10 années de l'ACA, c'est un resserrement, une forte mobilisation de nos membres. Ça, c'était le côté positif de la chose. C'est que plus on se faisait menacer, harceler par le ministère de l'Immigration, plus on resserrait les liens. Finalement, 2001, adoption de la politique. Là encore, le ministère de l'Immigration faire diverses tentatives pour se soustraire de la politique, un peu comme ce qu'avait fait Emploi Québec à l'époque, disant que ça ne devrait pas couvrir les organismes issus de l'immigration. Autre bataille qui finalement on a gagné. Donc et d'ailleurs le SACA à l'époque nous a beaucoup aidé, c'est pour forcer le ministère de l'Immigration à adhérer à la politique gouvernementale. Je dirais les bénéfices de tout ça, les conséquences pour notre secteur, c'est bien sûr la reconnaissance du regroupement finalement à partir de 2001 et le financement aussi qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Un nouveau programme de soutien à la mission qui n'existait pas au ministère de l'Immigration, qui était très peu financé, mais étonnamment la CAQ a renfloué a augmenté de 500% le financement de la mission au ministère de l'Immigration il y a 2 ans. Et aussi la création d'instances permanentes et de discussions et de négociations avec le ministère qu'on n'avait pas auparavant. Donc ça a beaucoup aidé. Donc par contre, de temps en temps, les vieux démons ressurgissent. Donc la TCRI se fait régulièrement rappeler à l'ordre par le politique lorsqu'on lève le ton, qu'on critique les politiques. Ça jusqu'à aujourd'hui. La défense de droits est considérée comme non recevable souvent par les organismes, de la part des organismes qui sont financés par le ministère de l'Immigration. Il y a eu quelques petites crises où ça allait vraiment plus, je dirais autour de 2006-2007, où on a carrément demandé d'être détaché comme regroupement, de se rattacher au SACA à Défense des droits. Ça a créé
vent de panique là, en termes de stratégie, là, si certains d'entre vous cherchent les moyens de faire des pressions sur votre ministère. Ça a tellement humilié le ministère de l'Immigration, c'est que finalement, ils ont accepté tout ce qu'on leur a demandé. Et je dirais que les relations se sont plutôt améliorées, et avec des périodes, disons, plus tendues que d'autres, notamment avec l'arrivée de la CAQ. Alors, en conclusion, je dirais que la politique, aussi imparfaite soit-elle, nous a donné un cadre, un levier pour la reconnaissance du secteur, là, qui est maintenant, je pense, bien reconnu et beaucoup mieux financé, du secteur de l'immigration. Ça a engendré aussi un aspect très positif, c'est la collaboration solidaire avec les autres secteurs communautaires qu'on avait très très peu dans les années 90, donc des gains indéniables. Et justement, ce matin, quand on parle de la politique, le ministre Boulet mentionnait que c'était unique au monde, et en fait, il n'a pas tort. La politique gouvernementale de l'action communautaire, telle qu'elle a survécu les 25 dernières, là on est rendu 20 ans à peu près, et le fait qu'elle a survécu à tous les différents régimes politiques au Québec est un signe qu'elle est quand même bien ancrée, parce que moi j'étais souvent dans les conférences internationales où on parlait de l'action communautaire, des choses dans différents secteurs, et je me rappelle dans les années 2000, il y avait plusieurs pays qui avaient essayé de se lancer là-dedans, notamment le reste du Canada aussi, l'Angleterre, les pays anglo-saxons avaient élaboré des cadres entre États et organismes communautaires, et dans tous les pays, en fait, ces politiques-là ont disparu avec des changements politiques, ce qui n'est pas le cas au Québec, donc ça, je pense qu'il faut le souligner. Ce que mes regrets, je dirais, c'est en 95-2000 qu'il n'y avait pas d'intérêt particulier dans les négociations. Il y avait beaucoup d'intérêt particulier des secteurs, ceux qui étaient là à l'époque s'en souviendront, pas toujours empreint de solidarité intersectorielle. On a aussi, malheureusement, pas réussi à introduire dans la politique les enjeux transversaux sur les populations issues de l'immigration, ni des autochtones d'ailleurs. Tout ce qui touche le racisme et la discrimination basée sur les origines, tout ça qu'on aurait souhaité voir dans la politique, en fait, et qui ressurgissent maintenant, plus que jamais, en fait, ont été, disons, mis de côté. Et il y a aussi malheureusement beaucoup de résistance dans l'action communautaire québécoise à l'époque de reconnaître le problème à l'intérieur de nos organismes, l'enjeu de diversité. Je dirais que les luttes collectives ont permis des gains qu'on a menés dans le secteur vraiment à 3 niveaux. Je finis dans 2 minutes. C'est premièrement la défense des droits et un plus grand accès aux services pour les personnes réfugiées, immigrantes et sans statut. Ça, c'est définitivement un gain si on regarde en arrière. La reconnaissance indéniable des organismes de l'action communautaire autonome du secteur de l'immigration et du potentiel de transformation sociale qu'ils représentent, qui est vraiment un acquis grâce à la politique, et bien documenté aussi. Et le 3e niveau, je dirais, c'est le maintien de la capacité des organismes à inventer et à être créatifs pour les façons de faire alternatives et porteuses d'inclusion. On l'aura vu ce matin à la conférence, on a parlé, la pandémie nous a rendus très créatifs aussi dans notre secteur. La partie, par contre, n'est pas gagnée. Hop, mon téléphone, pardon. La partie n'est pas gagnée. Tout récemment encore, il y a eu des incidents quand même assez graves dans notre secteur avec notre relation avec le ministère, juste pour dire qu'il faut rester très vigilant. C'est que tout d'un coup, on nous a demandé, dans le renouvellement de nos ententes de soutien à la mission, qu'il fallait s'enregistrer dans le registre des lobbyistes
et ils exigeaient une déclaration sur les activités de lobbyisme des organismes d'action communautaire autonome. On n'en revenait pas. Bon, c'est sûr que ça a été absolument pas, on était en mesure de tout de suite arrêter ça. Encore tout récemment, il y a quelques semaines, une directive du ministère de l'Immigration aux organismes que lorsqu'ils sont interpellés par les médias, ils doivent passer par le ministère, les directions des communications du ministère pour communiquer avec les médias s'ils veulent parler d'immigration ou d'intégration ou de francisation, ce qui est d'une aberration monumentale. On a réussi à faire avorter ces deux projets-là qui sortaient de... C'est n'importe quoi. D'ailleurs, le RQAK nous a aidés aussi dans notre démarche. Donc, ce qui prouve que la solidarité est définitivement payante et qu'il faut rester très vigilant. On n'est jamais protégé, mais on est beaucoup plus en mesure de répondre à des choses comme ça. Alors, ça finit ma présentation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Stéphane. Très agréable de t'entendre. Bien sûr, hein, c'est un tronc commun qu'on aura dans les panélistes ici aujourd'hui et bien sûr dans nos propres groupes, dans nos réalités, l'éternelle lutte pour la reconnaissance et aussi bien sûr le financement qui vient avec. Je retiens peut-être rapidement là, en très grande ligne de ta présentation un appel à la vigilance dans le sens où les menaces, hein, on le voit, sont encore bien d'actualité et sont parfois même très grosses. Là, ce que tu nous racontes avec demander la permission pour prendre la parole dans les médias. On s'entend qu'on n'est pas dans la politique de l'action communautaire autonome et encore moins dans ce que nous, on met de l'avant. Je retiens aussi de ta présentation à quel point ça peut être très dur, cette game-là là, de reconnaissance et tout, hein, quand que tu évoquais les intrusions dans qui est dans votre CA, c'est quoi leur nom de famille, carrément. Là, c'est assez particulier. Tu sais, personnellement, santé, services sociaux, dans un milieu plus typique, moins justement... moins dans les notions de discrimination, tout ça. Hein, c'est bizarre, on n'a pas des inquisitions. C'était beaucoup à l'époque du PQ, d'ailleurs, malheureusement. Qui ont fait la politique. Exactement, puis en faveur de la teneur de l'actualité. Hein, c'est ça. Bon, mais super. Merci énormément. Puis merci aussi beaucoup pour un rappel quand même sur des gains historiques puis des composantes qui sont bien sûr essentielles tant dans votre secteur, ça l'apparaît évident, mais aussi dans l'ensemble de nos secteurs, quand on pense à la défense des droits, j'évoquais que moi je suis en santé et services sociaux, mais il y a une défense des droits là aussi à faire. Il y en a du côté des Autochtones, il y en a du côté des jeunes et LGBTQ+, il y en a dans tous nos secteurs. Merci d'avoir rappelé qu'il est possible de gagner. Et bien sûr, c'est ça, oui, comme tu disais, questions et commentaires via le fil de discussion, puis on les reprendra à la fin là, en bloc. Donc, sans plus attendre, parfait, on est en respect de l'horaire. Je passerai le micro donc à mon cher voisin Bruno Laprade, membre fondateur de l'Astérix, accompagné d'une... Non, pas accompagné. Donc, mais tu nous parles-tu un peu de la coalition aussi? Oui. Super, donc je te passe la parole. Donc, Bruno Laprade, j'utilise les pronoms masculins ou neutres, il ou elle. J'ai été administrateur de la coalition... Aujourd'hui, ça s'appelle la Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+. À l'époque, ça s'appelait la Coalition jeunesse montréalaise de lutte contre l'homophobie. J'étais administrateur de 2008 à 2013, par l'entremise duquel j'ai mis sur pied le projet de l'Astérisque. Ma présentation ne sera pas de la même façon, ne sera pas aussi politique peut-être que celle de Stéphane, va parler plus d'un parcours, qu'est-ce que ça prend pour qu'un organisme réussisse en fait à se mettre sur pied, tout le parcours que ça a pris. Je pense que je vais essayer quand même de faire un peu des liens entre ce que ça prend. Je voudrais parler notamment particulièrement du rôle des concertations, du rôle des alliés, des institutions et des relations interpersonnelles et des conflits dans comment cela vient affecter la mise en place des projets. Donc, peut-être pour commencer, je viens d'un petit organisme. En fait, parler de l'Astérisque. L'Astérisque est un milieu de vie pour les jeunes LGBT. C'est un projet sous la direction de la Coalition des groupes jeunesse et qui regroupe en ce moment 3 autres organisations, soit Jeunesse Lambda et Projet 10,
qui sont deux organisations qui offrent des services directs aux jeunes, habituellement en présentiel, mais qui ont dû donc se modifier, qui sont des organisations par et pour, et une troisième organisation, Alter Hero, qui est un portail virtuel en ligne qui répond aux questions des jeunes sur la sexualité, l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Moi, je viens de Jeunesse Lambda. Et Jeunesse Lambda, donc, à l'époque, était une organisation avec, je pense qu'on avait 2500 $ de budget, était par et pour les jeunes de 25 ans et moins. On avait 500 $ du député en fonds discrétionnaires et on ramassait 1500 $ parce qu'on vendait des boissons puis du chocolat lors de nos activités. On se réunissait tous les vendredis soirs dans un centre communautaire pour tenir des groupes de discussion. Donc, c'était vraiment entièrement géré bénévolement. Et c'est à partir de cette organisation-là qu'on s'est mis à réaliser qu'il y avait un problème d'espace pour les jeunes LGBT à Montréal. Et on s'en est aperçu de deux façons. Premièrement, on finissait toujours nos activités du vendredi soir dans un restaurant. On sortait après ça dans le village, donc on cherchait un endroit où on pouvait aller continuer à jaser de manière informelle. Et on allait au Club Sandwich. Et le Club Sandwich, à un moment donné, a décidé de nous mettre à la porte. C'est-à-dire qu'il nous disait que vous ne consommez pas assez, vous êtes jeune, si vous voulez revenir, il faudrait que tout le monde paye 10$. Il trouvait qu'on était une nuisance, même si le restaurant était en général vide, puis qu'on arrivait quand même à 10-20 personnes à chaque fois. Jeunesse Lambda attirait 200 jeunes LGBT par année, de personnes différentes, à peu près 1200-1500 jeunes qui passaient au total dans nos activités par année. Donc, on a commencé à se poser la question, si on ne peut pas aller dans les restaurants, qu'on ne veut pas aller dans les bars parce qu'on a des mineurs aussi avec nous, où est-ce qu'on va? En parallèle, on était, comme je vous dis, dans un centre communautaire hébergé par la Ville de Montréal. Et autour de 2007, le mur porteur du sous-sol menaçait de s'écrouler. Alors, la Ville a décidé de nous relocaliser, donc on n'avait plus accès à notre local, sortie d'urgence. Et quand ça a pris 6-7 mois avant que les travaux se refassent, qu'on retourne dans notre local. Et quand on est revenu, il y avait même une clause dans le bail qui était disparue, c'est la clause de relocalisation. En fait, ils voulaient l'enlever de notre contrat. En parallèle, tu avais l'autre groupe, Projet 10, qui était plus un groupe anglo-bilingue, qui était plus dans l'Ouest, a dû se relocaliser 2 fois, a fini également aussi dans le même centre communautaire. Et donc, il y avait vraiment des enjeux d'instabilité au niveau des groupes communautaires. Projet 10, donc, qui était le seul groupe financé qui donnait des services directs aux jeunes LGBT, avait un PSOC de 60 000 par année et réussissait des fois à aller chercher un peu de financement par projet, gauche à droite. Il y avait un projet de Carrefour Arc-en-Ciel, un grand centre communautaire qui était là quand moi je suis arrivé à Montréal autour de 2003, mais déjà autour de 2005-2006, avec des chicanes dans la communauté, le projet a juste tombé. Et donc, on s'est retrouvé vraiment avec ce besoin-là de dire, où c'est qu'on va en tant que jeune? On a commencé, à mettre la table en faisant des consultations auprès d'autres groupes. On allait chercher les autres groupes jeunesse pour dire, hey, qu'est-ce que ça prendrait comme espace, qu'est-ce qu'on voudrait? Évidemment, on s'est mis à rêver d'un grand château avec toutes sortes de choses potentielles pour les jeunes qui étaient pas réalisables en tant que telles, mais qui nous permettait au moins d'aller chercher le pouls et de voir comment les autres groupes aussi trouvaient qu'il manquait d'espace, qu'il y avait des choses. On a rencontré d'autres représentants LGBT, on a commencé à faire du démarchage auprès des groupes, notamment j'avais été rencontrer Laurent McCutcheon. Ça n'allait pas très bien à l'époque entre Laurent McCutcheon et les groupes jeunesse parce qu'il y avait eu une campagne de la Fondation Émergence qui est faire la guerre à l'homophobie qui reprenait les jeunes. Les groupes jeunesse n'avaient pas aimé ça. Je pense qu'on en voulait mutuellement et Laurent McCutcheon en voulait au groupe jeunesse d'avoir fait de la publicité pour dire « Hey, on n'est pas d'accord », puis nous, on était comme « Hey, on n'est pas d'accord avec ta campagne ». Mais il m'a quand même dit à ce moment-là, si tu veux, je peux te coacher, ça va te prendre 5-6 ans avant de mettre sur pied un projet. Puis en réalité, c'est en effet ça que ça l'a pris, mettre sur pied l'astérisque, un bon 5-6 ans. On m'a recommandé d'approcher un organisateur communautaire du quartier, et donc c'est ce que j'ai fait. Et ce que cet organisateur communautaire-là a fait, au lieu, m'a dit, viens te joindre à la table de concertation jeunesse du quartier. Ce que j'avais trouvé à l'époque tout à fait un peu inutile, ça ne m'aidait pas tant que ça, mais avec le regard, il y a eu quelque chose d'important qui s'est fait quand même dans le fait de pouvoir faire connaître le travail qu'on faisait et la vivacité, en fait, que représentaient les groupes jeunesse LGBT qui étaient très isolés.
de pouvoir se joindre à cette table de concertation. On a commencé à faire des représentations politiques également. Il y avait une consultation sur le sentiment de sécurité faite par la Commission de sécurité publique de la Ville de Montréal. On est allé présenter là, puis un des élus nous a clairement dit en pleine commission sur la sécurité, on dit on manque d'espace. Sa réponse, ça a été « Mais pourquoi vous ne vous rencontrez pas dans les centres d'achat? » Ce qui nous a beaucoup insulté, en fait, de se faire dire rencontrez-vous dans les centres d'achat, puis surtout le centre d'achat dans le village, c'est la place du Puy, ce qui n'est pas nécessairement l'endroit où tu te sens le plus confortable pour que des jeunes se réunissent, mettons. On s'est retrouvés aussi à aller faire une autre présentation. En fait, la journée de ma fête, je m'étais arrangé, puis il y avait un conseil d'arrondissement. On a réuni des gens pour aller parler de nos problèmes au conseil d'arrondissement. Puis, suite à ça, on avait rencontré une fonctionnaire qui voulait nous mettre dans un chalet de parc du parc Charles Campbell, derrière l'ancien complexe du Bourbon. Là, encore une fois, ça ne comblait pas vraiment à nos besoins. On a continué donc aussi pour pouvoir porter ce dossier de « on a besoin d'espace ». On s'est joint à notre coalition, la coalition des groupes jeunesse, donc anciennement la CJMLH, coalition des groupes jeunesse, qui est maintenant rendue une coalition nationale. Ce qui est intéressant, c'est que le président à l'époque de la coalition, il était aussi dans cette portée de faire des liens avec les autres secteurs et donc notamment avait décidé de se joindre au Forum jeunesse de l'île de Montréal, où il y avait un siège pour la diversité sexuelle. Et donc, quand moi je suis arrivé, donc on a commencé à faire un portrait de la littérature. La Commission des droits de la jeunesse et droits de la personne, droits de la jeunesse avait fait un rapport sur les enjeux LGBT qui allait mener quelques années après à la politique de lutte contre l'homophobie. Le Conseil permanent de la jeunesse avait également fait des rapports. Donc, il y avait beaucoup de littérature quand même qui parlait des besoins des jeunes LGBT. Puis, on ne comprenait pas que s'il y avait tous ces rapports-là, pourquoi rien n'était vraiment mis sur la place. Alors, on a commencé à faire un portrait pour pouvoir porter nos revendications un peu plus loin. Pendant cette étape-là, on ne savait pas du tout qu'est-ce qu'on pouvait faire pour mettre en place le projet. On a pensé à un projet sous différentes formes. Et on a voulu essayer de voir si on n'était pas capable de trouver des subventions, pourquoi on ne ferait pas un local autogéré, comme il y en existe plusieurs dans Hochelaga, notamment les milieux anarchistes autogérés comme la Shop ou encore la librairie anarchiste. Où il y avait un autre espace qui s'appelait le Saint-Émilie Skillshare, qui était financé par les QPERG à l'époque, qui voulaient un atelier d'art où les gens pouvaient aller travailler. Donc, on s'est dit, peut-être qu'il faut qu'on fasse un format autogéré, puis que comme ça, on va avoir entièrement l'autonomie de faire ce qu'on veut. Bon, c'était plus difficile, ça prenait énormément d'énergie, ça prenait énormément de gens impliqués pour faire trouver un local et compagnie. Donc, ce n'est pas une option qu'on a réussi à mettre sur pied, mais qui était envisageable. On s'est dit, peut-être qu'on pourrait en faire une formule économie sociale, un mi-café qui embaucherait les jeunes en même temps, qu'on aurait après ça un espace en arrière où les groupes pourraient se réunir. Mais là aussi, les démarches, c'était comme pas facile de trouver quoi faire, comment on pouvait aller demander des subventions pour l'économie sociale, qu'est-ce que ça nous prenait comme part de départ. Dans ma ville d'où je viens, à Valleyfield, il y avait aussi un projet muséal, en fait, projet Connexion Compétences Canada, qui permettait à ce que des jeunes fassent un projet, si on peut dire, par le musée pour leur donner un truc d'employabilité en réalité. Mais je dis peut-être que ça serait une possibilité parce que c'était quand même des grosses subventions que le programme Connexion Canada Connexion Compétences pouvait donner. Fait qu'on avait commencé à approcher l'écomusée du Fier-Monde. On avait même essayé d'écrire un projet pour les subventions, le programme Messville, donc de lutte à la pauvreté, parce qu'on s'est dit, les jeunes, s'ils sont dans la rue, ça l'aide pas. Mais personne nous avait dit qu'on n'était pas vraiment le public cible non plus. Et donc, on a vraiment trouvé ça difficile de savoir par quelle forme passer. C'est vraiment parce que, finalement, on était au Forum Jeunesse qu'on a trouvé une première opportunité de se faire financer. Puis d'ailleurs, c'est triste que le Fonds régional d'investissement jeunesse ait été coupé, en tout cas, n'existe plus de la même façon, parce que ça a vraiment été ce qui a permis à plusieurs projets de partir, de trouver des fonds non tagués d'une certaine façon, là, ou partir des projets pilotes. Et au Forum Jeunesse, en fait, c'est pas juste qu'on leur a proposé un projet, c'est que le Forum Jeunesse fonctionnait comme à chaque année, les membres déterminaient les grandes thématiques sur lesquelles ils voulaient travailler et il y avait ce qu'on appelait les projets structurants où là, tu mets ensemble un secteur puis tu détermines un projet.
Et j'ai dû un peu convaincre mes collègues sur le forum jeunesse qu'il fallait pas se débarrasser, mais qu'il y avait des projets en renouvellement que l'équipe du secrétariat de l'équipe de permanence du forum jeunesse proposait. Puis je dis, on peut-tu essayer d'en avoir des nouvelles à la place? Puis là, j'ai réussi à convaincre les gens qu'il y avait un besoin de travailler sur la diversité sexuelle. C'était pas encore le projet d'Astérix. C'était simplement dire, on va réunir des partenaires, puis ils vont nous dire quels sont les besoins pour les jeunes LGBT. Ça a donné que ils ont réuni différents partenaires, dont le GRI, le Conseil québécois LGBT, la Ville, et eux ont fait, avec tout ça, on dit, oui, un des projets que les jeunes essaient de porter, c'est un projet de milieu de vie. Et c'est comme ça que le Forum Jeunesse a dit, OK, on va faire ce genre de projet-là, on va vous donner un premier montant. Donc, on était censé avoir 90 000 sur 2 ans pour un premier financement. Heureusement, c'était un projet, ils sont bien vite aperçus avec les partenaires que ce n'était pas assez, donc le montant passait à 180 000 pour qu'on puisse démarrer le projet. Pendant qu'on devait développer le projet, moi, j'étais à Jeunesse Lambda à l'époque, et j'étais passé à la coalition pour justement porter le projet parce qu'on s'est dit, s'il y a 2 groupes jeunesse, entre Jeunesse Lambda, Projet 10, s'il y en a un des 2 qui porte le projet, ça va être un peu déséquilibré. On va envoyer ça à notre coalition, la coalition des groupes jeunesse. En changeant, comme j'étais plus sous le conseil d'administration de Jeunesse Lambda, pendant ce temps-là, on essayait d'aller chercher Projet 10 pour embarquer dans le projet. Ça a pris du temps. Ils ont fait comme, OK, une fois qu'on a été chercher Projet 10, là, c'est le nouveau conseil d'administration de Jeunesse Lambda. Une des personnes, un des vice-présidents de l'époque, était comme, avait de la misère avec l'idée, fait qu'on a réussi à convaincre le conseil d'administration de débarquer, ce qui a failli faire tomber complètement tout le projet parce que là, on n'avait plus les partenaires nécessaires pour arriver au financement. Et donc, il a fallu que les partenaires qui nous avaient appuyés, comme le GRI, le Conseil québécois, aillent faire des pressions sur Jeunesse Lambda pour dire « Hey, qu'est-ce que vous faites là? » Ce qui fait que de toute façon, quand le conseil d'administration de Jeunesse Lambda s'est renouvelé, parce que les groupes jeunesse, le conseil d'administration change beaucoup, que là, Jeunesse Lambda est revenu. On a pu engager une première personne pour pouvoir faire la recherche de local, puis ça a pris donc, après ça, 2 ans avant de trouver un local. Sauf que, ce n'était pas un financement récurrent nécessairement, l'argent du Fridge. Et pour le stabiliser, ce qui nous a aidé, en fait, c'est qu'on a eu, à peu près autour de 2012-2013, 2013, si je ne me trompe pas, pendant que le PQ était encore en place, il y a Léo Bureau-Blouin qui faisait une tournée du Québec auprès des groupes jeunesse pour la stratégie d'action jeunesse. Et c'est comme ça qu'on a réussi à l'inviter, puis que les groupes communautaires LGBT ont pu venir parler de leur réalité. Et je pense que ça a eu un gros impact, en fait, sur le fait que le projet a été ajouté dans la stratégie Action Jeunesse et a pu obtenir un financement relativement stable, donc pour pouvoir permettre le développement du projet et donc sa continuité. Parce que sinon, après la fermeture du Forum Jeunesse, en fait, on n'aurait juste plus d'argent. L'avantage du Forum Jeunesse, c'est qu'il avait aussi été réunir d'autres partenaires institutionnels, ce que je voulais dire dans le rôle des alliés des institutions. Donc, la Ville avait donné un petit 15 000 dans un de ses fonds discrétionnaires pour le projet. Grâce à ça, en fait, ce que j'ai appris plusieurs années plus tard aussi sur ce qui avait pu jouer sur pourquoi l'Astérisque avait réussi à obtenir un financement récurrent, c'est que un des anciens membres du conseil d'administration avec qui j'étais était devenu fonctionnaire à la Ville par la suite, n'était plus sur le conseil d'administration. Et comme la Ville avait déjà donné un 15 000 $ pour le projet, lui a pu, dans son mémoire pour le renouvellement de la stratégie Action Jeunesse, a pu parler de l'Astérisque comme projet subventionné. Et donc, je n'ai pas de preuve, c'est juste peut-être un oui-dire, mais le fait que la Ville ait pu appuyer le projet également, donc l'appui des grandes institutions pour dire « Ah oui, ça serait un projet à aller appuyer », a probablement permis d'aller chercher un financement plus récurrent. Par la suite, la coalition a réussi à aller chercher, à se faire reconnaître comme organisation en défense collective des droits. J'ai envie de vous parler de vite, vous dire que quand moi j'étais arrivé à la présidence, notre ancien regroupement national essayait de était éligible techniquement au PSOC, mais il n'y avait pas d'argent à cette époque-là, fait qu'il n'était pas financé
Le REJAC a donc tombé. Mais nous, quand on a voulu appliquer en se disant, ben nous, on doit être aussi PESA, qu'on fait la même chose que notre autre regroupement national, on s'est fait dire qu'on n'était pas en santé services sociaux, mais qu'on était de la défense des droits. Alors là, ils nous ont garoché d'une place à l'autre. Les critères n'étaient pas les mêmes. Personne ne nous a expliqué les critères, qu'est-ce qui était différent, qu'est-ce que ça prenait. Ça nous disait, on était une organisation qui avait 0 de financement, la coalition jeunesse, en fait, là, sauf des levées de fonds que nos membres nous faisaient, qui allaient nous chercher peut-être un 500 000 $ par année. Là, il fallait un audit nécessairement, même si on n'avait pas de subvention. Bref, ça a pris beaucoup de temps comme organisation jeunesse à pouvoir s'y retrouver dans ça. Et donc, ça aurait été bien d'avoir un accompagnement plus large pour être capable de faire en sorte que sur ces 6 ans-là, peut-être qu'on aurait pu réduire à 4 ans. Aujourd'hui, la coalition existe toujours et donc a obtenu un financement beaucoup plus stable. Les groupes jeunesse continuent de bien rouler, d'accueillir de nouveaux projets. On pu accueillir pendant un bout de temps aussi des groupes comme Euphorie dans le genre, qui est la fierté trans. A pu aider des groupes pour personnes neuroatypiques et travaille encore à se trouver. En fait, l'ironie du sort, c'est qu'avec la COVID, le local est devenu beaucoup trop petit, donc doit, encore une fois, le problème d'espace des locaux est encore une fois de retour. Donc, je voulais un peu vous parler à travers tout ce cheminement-là de comment ça a été difficile de vraiment savoir où passer, à quelle porte cogner, quelle porte allait s'ouvrir. Mais là-dedans, le fait d'avoir participé à des concertations, d'avoir réussi à aller chercher donc des contacts, parfois même un contact institutionnel, hein, ce qui est quelque chose que des fois, j'aime pas trop parce qu'on dirait que ça vient limiter notre autonomie ou notre capacité à créer et à passer. Pas à passer, ça nous crée en fait des problèmes des fois d'autonomie parce que là, on doit attendre que, un peu comme ce qui était dit pour l'immigration, vienne un peu orienter qu'est-ce qu'on peut faire avec le financement, qu'est-ce qu'on doit faire comme reddition de comptes et compagnie. Malgré tout, ont un grand rôle donc dans la capacité de développer des projets futurs et j'aurais pu aussi aborder davantage les conflits personnels qui peuvent se retrouver à l'intérieur de comment les personnes, avec le roulement des organisations, mais fréquemment, ces projets-là, en fait, qui prennent tellement d'années à porter, les mettent tellement en péril des fois qu'il faut bien penser comment on peut s'assurer le transfert des connaissances également. Excusez, j'ai l'impression de vouloir finir ça rapidement. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire sur la création de l'astérisque qui se trouve dans le village sur la rue Adad-Egan. Merci beaucoup, Bruno. Présentation fort vivante qui aussi nous montre bien les enjeux quand on part un groupe. Je pense que c'était ça beaucoup le but de ta présentation. Donc, perspective de démarrage qui, pour plusieurs d'entre nous, c'est pas quelque chose qu'on a expérimenté. Soit on arrive dans un groupe qui est déjà là et puis, tant mieux. Hein? C'est justement l'épreuve que ce qu'on construit passe à travers l'histoire, puis justement, il y a du transfert de connaissances, de moyens d'organisation et tout. Mais il arrive que des besoins qui émergent vraiment, un peu comme tu l'as parlé là, en tout début de récit, où vous êtes quelques-unes à vous rencontrer, échanger sur une base très, très informelle, là, ce que j'appelle les fameuses assemblées de cuisine. Puis, oups, on s'en va vers un groupe qui va de plus en plus se structurer, être confronté à la grande difficulté de se trouver un port d'attache. J'ai bien aimé, et je le souligne, ton analyse où, notre mission, c'est ça. Puis les ports d'attache, eux, ils disent pas exactement ça. Comment on s'insère, par où on s'insère, l'importance des réseaux autour aussi pour justement obtenir des portes d'entrée, tout ça. Merci pour cette belle présentation. J'ai fait un peu moins de synthèse pour toi, Bruno. Je m'en excuse à tout le monde. On avait aussi des petits enjeux technologiques qu'on tentait de régler pour la période de questions, mais normalement, ça devrait bien fonctionner. Je crois qu'on a déjà reçu quelques questions, notamment une. Je ne sais pas si du côté de la régie technique, c'était près de ce côté-là, mais je vous invite bien sûr, si vous avez des questions pour qui que ce soit dans les panélistes, à les formuler à l'écrit dans le fil de discussion là, que vous trouvez bien sûr à droite et que vous voyez défiler depuis le début. Alors, bonjour tout le monde. Je viens d'apparaître à vos écrans.
Et je voulais quand même montrer un visage du Réseau québécois de l'action communautaire autonome, un des visages. Je vous mentionne que on a une question de Marie Leclerc. Je fais une petite introduction parce que Marie Leclerc a été quand même coordonnatrice du Réseau québécois de l'action communautaire autonome qui s'appelait à l'époque Comité aviseur. Et quand je dis à l'époque, c'est à l'époque de la mise en œuvre de la politique. Et à cette époque-là aussi, le regroupement des centres d'amitié autochtones était membre du RQAK. Et Marie Leclerc pose la question à Amélie Lainé, si elle peut nous préciser depuis quand se sont créés les liens au niveau local, régional et national avec les structures et les organismes du mouvement communautaire, donc les structures de votre secteur, Amélie. C'est une excellente question et j'ai pas une mémoire chronologique comme mes collègues qui ont fait des présentations. Moi, je vais être bien honnête avec vous. On parle très peu de l'action communautaire autonome dans le milieu des centres d'amitié. Alors, c'est un peu Madame Leclerc qui m'informe, je vous dirais, en me disant ça, parce que oui, sur le terrain, les centres travaillent avec des partenaires du milieu communautaire, le regroupement aussi. Par contre, dans ma présentation, je vous le mentionnais, ou en tout cas, je ne sais pas si c'était, je n'ai peut-être pas assez mis d'emphase là-dessus. Milieu autochtone, c'est très politique. On parle toujours de politique, que ce soit les centres d'amitié versus les conseils de bande, les communautés versus le gouvernement. Quand les démarches ont commencé là, pour le renouvellement de cette politique-là, on a été interpellé par le secrétariat aux affaires autochtones à savoir si on voulait déposer un mémoire. Fait que peut-être qu'à une autre époque où je n'étais pas nécessairement là, il y avait des liens peut-être plus étroits. Par contre, on a tellement de combats, je pense que peut-être que ça s'était effrité un petit peu. Là, on recommence à en parler, mais c'est pas quelque chose... Tu sais, j'entendais les deux autres panélistes, puis je me disais, nous, on est tellement dans... Je suis obligée de le dire, dans des combats politique que l'action communautaire, on la redécouvre. Oui, on est dans la défense de droits, dans la revendication de services, dans cette reconnaissance-là de notre expertise. Mais Madame Leclerc, je ne pourrais pas répondre à votre question. Je suis bien mal à l'aise, là, mais ce seraient les informations que je pourrais vous partager. Il n'y a plus de ça? Moi, ça va. Oups, j'entends plus personne. Moi, je t'entends, Mathieu. Okay. Ouais, je t'entends aussi, Bruno. J'entends pas Céline ni Amélie. Ouais. On t'entend, Mathieu. Super. Est-ce que vous m'entendez, moi? Oui. Ouais, ok. Céline, Amélie, t'es sur mute. T'es sur mute? Mais si je peux peut-être... Est-ce que tu peux prendre le flambeau peut-être pendant qu'on essaie de régler ça en sourdine en arrière? Oui, c'est ça. Ben, ça me parle, cette question-là, du rapport à l'action communautaire autonome, parce que quand je suis arrivé à Jeunesse Lambda, avec le recul, pour moi, l'action communautaire autonome, ça ne voulait rien dire à Jeunesse Lambda. C'est pas c'est pas un modèle qu'on utilisait, mais en même temps, c'est exactement ça qu'on faisait. On se réunissait, tout était autogéré, on apprenait comment fonctionnait un conseil d'administration, on apprenait qu'on avait si on voulait avoir des subventions PSA, qu'il fallait répondre à certaines obligations qu'on ne faisait pas nécessairement, mais on avait ce mélange-là, justement, purement à la fois militantisme, mais aussi entraide par les pairs, qui pour moi a été une école fantastique, même si on ne l'appelait pas, puis qu'on ne cherchait pas à savoir si on remplissait véritablement tous les critères à ce moment-là. Ça a été, en fait, une réflexion pour moi de dire à quel point les milieux jeunesse, ou notamment ce genre de milieu autogéré-là, étaient déconnectés, si on peut dire, des grands réseaux qui ont accès même si on recevait de l'argent de nos députés, mais ça a pris du temps avant qu'on participe parce qu'on n'avait pas le temps, on était des jeunes, on avait d'autres choses à faire que d'assister à des rencontres de manière bénévole. Donc, c'est ça,
tissation, cette reconnaissance, cette conscience d'appartenir à un grand mouvement d'action communautaire autonome est venue sur le tard, si on peut dire, chez moi, mettons. Même si c'est exactement ça qu'on faisait. Voilà. Merci, Bruno. Peut-être, moi, je serais assez curieux de vous entendre, nos trois panélistes à tour de rôle, bien sûr, un petit peu, maintenant que vous nous avez présenté des pans de votre histoire avec ses forces, ses richesses, ses défis et parfois ses attaques de la part du gouvernement, à la veille du dépôt fort probablement d'une nouvelle mouture de la politique sur l'action communautaire autonome, dans un contexte post-pandémie où le tissu social, disons qu'on a révélé l'importance de renforcer le tissu social et de notre rôle en tant qu'artisan de ce tissu-là. D'après vous, quelles sont les prochaines grandes luttes, les grands dossiers, peut-être plus dans une perspective générale, donc pour le mouvement de l'action communautaire autonome, peu importe nos secteurs d'appartenance. Je serais assez curieux de vous entendre là-dessus, vu vos perspectives toutes riches les unes, plus riches les unes que les autres. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre le micro en premier, je lui céderai la parole. Bon, je peux dire deux petits mots. Moi, ce que je vois, enfin, un peu avec l'expérience de la première période de la politique, moi je pense que c'est deux gros éléments sur lesquels il faudrait vraiment qu'on se concentre là. C'est toute la lutte intersectorielle. C'est que c'est une des faiblesses pour la première à l'époque de l'élaboration de la politique, c'est qu'il y avait beaucoup de conflits entre les secteurs, hein, des conflits d'intérêt, pas d'intérêt, mais disons des tirages de couverture un peu là, notamment pour le financement, ce qui est compréhensible, mais ce qui nous affaiblit. Et puis surtout là où nous on a eu beaucoup de difficultés dans le secteur de l'immigration et de l'intégration, c'est la mobilisation de nos membres, de la base aussi là pour qu'ils puissent être partie prenante et mettre, parce que si c'est juste les regroupements qui sont proactifs, je veux dire, en termes de rapport de force, je ne pense pas que ce soit gagnant. Merci Stéphane. Donc, mobilisation, rapport de force. J'ai pas l'expérience de Stéphane, ou même de peut-être sûrement plein de gens là, qui sont présents, mais moi aussi, je fais un petit peu de pouce là-dessus pour ce que je connais le mieux, mon milieu à moi, c'est de sensibilisation, de promotion de qu'est-ce que l'action communautaire auprès de nos membres, parce que oui, nous, on est un regroupement, une association provinciale, on est là pour représenter leurs intérêts, mais c'est encore mieux quand les gens sont mobilisés et comprennent qu'ils en ont des droits dans cette défense de droits-là, et d'avoir le moins possible d'interférences, je veux dire, gouvernementales dans nos actions. Encore une fois, je parle pour nous, mais c'est ça, des fois, malheureusement, le financement vient avec certains enlignements qui sont peut-être pas tant les nôtres, et on doit concilier avec tout ça, fait que d'avoir, c'est ça, une reconnaissance d'expertise, mais aussi moins d'interférences. Ça serait mon ajout. Merci beaucoup. Si je reviens avec ma présentation, je pense encore une fois au rôle des alliés, qui sont les alliés qui peuvent venir porter une voix, qui peuvent venir appuyer nos propos sur le côté aussi, tout le travail invisible qui est derrière. Je n'ai pas eu le temps de raconter, là, mais j'ai participé aussi à tout le processus entourant la politique de lutte contre l'homophobie. Je pense que j'en suis très reconnaissant, même si j'étais à l'époque justement très naïf peut-être de comment ça se passe, mais de tout ce transfert de connaissances que j'ai fait par le fait que je me suis accroché là. Puis je sais que les gens dans nos mouvements changent souvent, donc c'est beaucoup toujours de la rééducation puis pour pouvoir retrouver à un moment d'un réseau, d'une construction de rapport de force. Cette expérience-là m'a aussi beaucoup rappelé, montré comment, justement, encore une fois, je parlais des conflits, puis des jeux de coulisses, des gens qui vont aller faire leur propre représentation aux ministres, qui vont un peu backstabber les gens, pousser pour qu'il y ait certains... C'était une époque qui était aussi un peu difficile pour ça, donc comment travailler en toute transparence pour s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde,
malgré le fait nos secteurs sont structurés, se sont institutionnalisés de manière très différente, des fois même au sein même d'un secteur, en fait. Là. Donc, comment réussir à s'inter-influencer pour faire comprendre peut-être que les choses peuvent changer dans nos secteurs aussi, puis ça pourrait être pour le mieux. Tu sais. J'essaie de penser, par exemple, Non, j'ai pas d'exemple qui vient en tête. J'essaierai pas de m'avancer sur un exemple qui a par rapport. Désolé, c'est moi qui étais sur mute. Merci beaucoup, Bruno. Donc, reconnaissance, dans le fond, de nos habiletés, de nos connaissances, de nos expertises, même si on n'aime pas toujours le terme, à juste titre, qu'on développe, une force à protéger, maintenir et continuer à se développer. Bien sûr, hein, on voit qu'on est dans le cœur de l'ADN des groupes communautaires, la mobilisation, faire connaître notre action à nos membres. Là, je prends un peu de tout ce que vous avez dit, là. Le respect de notre autonomie, notamment là, par l'ingérence ou les interférences gouvernementales. Personnellement, je suis très sensible à ça. Là, dans notre secteur en itinérance, on mange pas mal la même soupe des mêmes acteurs. Là. Bref, oui, ça me parle beaucoup. Puis, je sais aussi que c'est présent dans les autres secteurs, bien sûr. Puis, ben, si tu me permets, Bruno, je le ramènerais d'une façon peut-être encore plus large. Hein, on l'a vu beaucoup là, dans toute la littérature scientifique, mais aussi de mobilisation, puis énormément autour des campagnes qu'a porté le RQAK au cours des dernières années. La situation des travailleuses et travailleurs du communautaire, tant dans le fond, hein, dans leur quotidien, dans justement leur passage de connaissances, de reconnaissance des différences, mais aussi dans des trucs un peu plus plates, le salarial et tout ça. Mais bref, que là aussi, il y a un grand enjeu, une grande lutte, un grand dossier pour notre mouvement pour la suite. Si rapidement, aussi, je vous en poserai peut-être une petite dernière. Je ne vois pas nécessairement qu'il y a eu de questions dans le fil, mais s'il y en a, elles sont encore bienvenues. Je vous rappelle qu'on va se quitter là, un petit peu avant 14h30 là, pour laisser le temps aux gens de prendre une petite pause avant la suite des activités et tout ça. Mais si vous avez encore des questions, commentaires, elles sont bienvenues. J'ai vu aussi qu'il y a eu des éléments de réponse par rapport à la question qui t'avait été adressée là, par rapport à... qui t'avait été adressé à Amélie par rapport à l'implication du réseau. Là, je vois que les gens, ils ont eu connaissance de différentes implications à différents moments. C'est le fun de se remémorer ça ensemble. Donc, c'est ça. Bref, questions, commentaires sont toujours bienvenus. Mais sinon, je me permettrais aussi peut-être une dernière question un peu à nos panélistes et moi-même, je me prononcerai un peu vers la fin. Si on se permet de rêver, d'ambitionner pour l'avenir, de nos mouvements respectifs et du mouvement de l'ACA, ça serait quoi ce qui serait vraiment bien qui arrive d'ici, disons, 3, 5, 10 ans? Période de rêve libre. Et j'invite aussi les participants beaucoup en foulée là, de l'exercice de rédaction de la déclaration commune. Des fois, on ne va pas nécessairement prendre la parole et écrire des longs bouts, mais des fois, des petites idées que vous pouvez glisser là, dans le fil de discussion, ça va être utilisé par les équipes pour être repris. Donc, ça peut être intéressant de suggérer à cet endroit. Merci. Pour le futur, ce qui serait bien. La seule chose qui me vient en tête, c'est la fin du capitalisme. Là, je suis désolé d'être aussi gros là-dedans, mais c'est parce que je pensais à la dynamique justement entre travailleurs et militants, puis les tensions que ça crée au sein du réseau, puis nos groupes, d'une partie, ont besoin de bénévoles, puis parce que c'est la base des groupes de dire on se réunit ensemble, c'est le cœur de l'action communautaire, de dire on le fait parce qu'on est citoyen. De l'autre côté, on s'est institutionnalisé. Fait il y a vraiment je pense qu'une grande réflexion sur ce rapport-là entre le bénévolat et le salariat est nécessaire. D'autant plus avec tous les appels qui ont été faits au bénévolat de la part du gouvernement là, pendant la pandémie. Donc, puis sur qui ça retombe encore une fois avec toutes les instances que ça crée sur le travail du care. Donc, encore une fois, les femmes ou les personnes marginalisées qui se retrouvent en précarité exploitées. Donc, cette réflexion-là, salariat et bénévole, est nécessaire pour qu'on puisse
qu'on puisse aller de l'avant et avoir une politique qui soit forte, je pense. Parce que c'est vrai qu'on a besoin des bonnes conditions de travail, puis les bénévoles ont le droit aussi de se retrouver dans des situations où ils ne sont pas non plus exploités. Moi, je peux continuer sur la lancée de Bruno. Moi, je suis bien d'accord avec toi, Bruno. Là, c'est un gros enjeu. Là, je sais que ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus, là, sur les conditions de travail. L'autre élément aussi sur lequel on travaille depuis très longtemps, qui est toujours pas réglé, c'est l'interprétation et l'application différenciée de la politique selon et aussi conjoncturelle par les différents ministères. C'est-à-dire, si tu as la chance d'être attaché à un ministère qui, pendant une bonne période, a, disons, une interprétation plus ouverte, plus partagée de la politique, ou si tu tombes sur un autre ministère, bon, pour en nommer un, par exemple, l'environnement, où il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de l'application de la politique de l'action communautaire autonome, enfin, surtout pour les groupes autonomes. Donc, et je pense on a beaucoup parlé dans les mémoires qu'on a déposées pour la nouvelle ou la révision de la politique, c'est qu'il soit vraiment une politique gouvernementale et non pas une politique sectorielle. Et ça vaut aussi, bon, comme au niveau municipal aussi, je veux dire à Montréal aussi, on s'est beaucoup inspiré la politique de l'action communautaire que Montréal compte adopter. C'est beaucoup inspiré de la politique nationale aussi, où on a ressoulevé aussi ces questions-là. Merci beaucoup, Stéphane. Bruno, t'allais-tu parler? Parle avant, puis j'ai un autre truc qui vient de popper après. Ben, j'allais juste dire, je suis vraiment d'accord avec ce qui vient de se faire dire, puis je me répète un peu ce que je disais tantôt, de dire d'avoir ce projet de société-là, bon, dans cette politique-là, mais d'accueillir la diversité, d'inclure cette richesse-là qu'il y a dans nos milieux. Il y a encore beaucoup de discrimination qui se fait, là, et j'inclus tout le monde là-dedans, là, autant autochtones que non-autochtones, issus de l'immigration, LGBTQ. Alors, d'avoir cette vision-là très inclusive comme projet de société. Ce serait mon petit point. Oui, puis parlant d'inclusivité là-dessus, peut-être une chose qui m'est venue en tête suite à mon expérience maintenant avec le PSOC, c'est quelqu'un mentionnait célébrer la diversité de nos façons de faire, en fait, dans le communautaire. Puis peut-être qu'on a une réflexion aussi à avoir sur qu'est-ce que ça veut dire dans différents milieux. Je pense que l'action communautaire, il y en a à plein de cartes de groupes citoyens, plein de prises de parole spontanées. Et une question qui me venait en tête, en fait, qui me restait, c'est des fois nos cadres de l'action communautaire autonome parlent beaucoup de laïcité, notamment le PSOC, notamment. Je ramène cette question-là parce que je sais que la question du racisme systémique joue souvent aussi peut-être sur les communautés religieuses qui sont vues nécessairement d'emblée comme un danger à la société québécoise d'une certaine façon, puis je pense que ça limite leur capacité à participer pleinement à leur mouvement, de reconnaître la part, par exemple, d'une communauté à créer des banques religieuses, à créer des banques alimentaires, à avoir accès à se faire soutenir aussi pour ce travail social qui est fait, là, tu sais. Ça fait bizarre parce que je pense qu'on souhaite que tout le monde ait accès, qu'il n'y ait pas de discrimination, mais je pense que des fois, certaines formes d'action communautaire autonome ne sont peut-être pas reconnues à cause de nos certains autres critères politiques qui fait qu'on ne les prend pas en compte comme pouvant se joindre et d'avoir un apport positif au mouvement. Je sais que c'est plus touché peut-être comme sujet, là, mais c'est plus touché, mais assurément, je pense qu'on sera beaucoup à convenir, assurément nécessaire comme réflexion. J'aime comment tu l'as formulé, tu ouvres la porte à une question, en fait, puis justement un effort de réflexion authentique, puis qui va aux racines un petit peu aussi de la praxis entre nos théories puis nos méthodes d'organisation. Excusez, là, je tombe dans les termes chers, mais oui, on est là. Je trouve que c'est un bel élément d'ouverture. Ça faisait aussi écho, je ne sais pas si tu avais eu la chance de voir, mais je voyais dans le fil de discussion comment utiliser nos diversités pour construire des solidarités. Je pense que tu étais beaucoup en phase avec ça dans ton élément de réponse.
je te rassure dans ton malaise à avoir dit et oui, en finir avec le capitalisme. D'un, on est plus, des fois qu'on pense à le croire et à le penser et à le souhaiter. Autre chose, puis j'en reviens un peu au fameux contexte sanitaire, on s'en sort pas, hein, mais la pandémie a vraiment, dans mon analyse à 200, là, je me permets un droit de parole pas pire, a vraiment agi comme un révélateur des injustices sociales, des dysfonctions du système qui étaient là avant, qui dans certains cas ont été accentuées ou tout simplement révélées. Il y a de quoi là aller chercher des occasions pour bâtir des solidarités, puis c'est pas nécessairement évident parce qu'on reste quand même une société où on a tenté de nous éclater beaucoup, puis qu'il y en a des différences. Il faut s'attendre à les trouver, ces différences-là. Il faut voir comment on joue tout ça ensemble tranquillement. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou commentaires avant que tranquillement là, on procède vers la fin. Je me doutais aussi dans le format que vers la fin, là, on aurait une belle levée des interrogations comme ça. Ben, c'est super aussi, hein, l'événement, il commence. Il nous reste encore 2-3 jours de réflexion collective et individuelle. Donc, c'est ça. Je pense que ça met bien à table. Autre question, commentaire avant que je passe aux technicalités? Ben, sinon, je voulais vous remercier tous les trois, nos chers panélistes, et toute l'équipe technique derrière aussi, bien sûr, pour ce moment qui fut fort agréable et instructif, j'en suis sûr, pour pas mal tout le monde. On a discuté là, d'un PowerPoint. Je ne sais pas si tu avais réussi à l'intégrer, mais sinon, je suis sûr qu'il sera disponible auprès de l'équipe technique à un certain point après l'événement. Bien sûr, il y a plusieurs ressources documentaires tout au long du forum là, qui vont être colligées comme ça et certaines qui sont déjà, bien sûr, disponibles en ligne. Quand vous allez là, dans votre tableau de bord, dans la section médiathèque qui se trouve là, sur le côté gauche. Quand on va là, on voit plusieurs des références là, qui nous sont données à travers les différentes activités. Il y a un peu de tout, balado, des vidéos, bien sûr, des textes et autres PowerPoint. Donc, je vais vous souhaiter une très belle continuité d'événements et au plaisir de se revoir dans une autre des ateliers, bien sûr. Merci, bye.